Bonjour, bonjour à tous. J'aimerais premièrement vous remercier d'être ici en grand nombre. Vous savez, à chaque année, c'est un moment important pour nous. On vous présente un peu le fruit de plusieurs années de travail, là, parce qu'une exposition ou un symposium, ça ne se travaille pas 2 mois à l'avance, mais bien plusieurs années. Donc, merci d'être ici. Salutations particulières à Mme Guylaine Savard, qui représente notre députée provinciale, Mme Caroline Simard. J'aimerais remercier Sylvie Dionne, je l'ai vu tout à l'heure, elle est ici en arrière, de nous recevoir dans les locaux. C'est toujours apprécié, c'est toujours un plaisir de venir ici. Merci beaucoup. Et comme Les religieuses. Les religieuses. Oui, les religieuses qui sont ici avec nous. Merci d'être ici. Elles sont là-bas. Merci beaucoup. Et comme la plupart d'entre vous, c'est la première fois de ma vie que je fais une conférence de presse en la présence d'un roi. Alors, j'aimerais saluer M. Denis Tremblay. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais remercier les partenaires qui permettent de tenir les expositions et les symposiums. Et ensuite, je vais céder la parole à M. Tremblay pour la poursuite de la conférence de presse. Alors, merci au Conseil des arts et lettres du Québec. Merci au Casino de Charlevoix. Merci à Desjardins, Patrimoine canadien, Conseil des arts du Canada, la Ville de Baie-Saint-Paul, la MRC, Tourisme Charlevoix. Et merci aux bâtisseurs d'être avec nous, d'être partenaires cette année pour notre exposition dans la grande salle du musée. Alors, sur ça, je cède la parole à M. Tremblay. Bonne conférence. Merci, M. le Président. Alors, à chaque année, c'est devenu une tradition de vous rencontrer pour vous révéler. Et je ne fais pas de jeu de mots en disant le temps révélé, dont on vous parlera tout à l'heure, de vous révéler la programmation de cette édition de cette année du musée et du symposium. Vous allez voir, c'est très riche, c'est enlevant. Et on est très fiers de vous l'offrir et de l'offrir à la population et de l'offrir à nos visiteurs. Alors, on va y aller rapidement. On va parler du musée dans un premier temps et après, on terminera avec le symposium avec Marie. Alors, pour le musée, cette année, il y a un grand spécial qui se situe, je pense, dans l'action qui s'est passée avec les petites franciscaines de Marie qui quittent leur bâtiment. Et une idée nous est venue. L'idée est venue lorsque je suis allé rencontrer Sœur Françoise pour d'autres questions. J'étais assis dans le hall d'entrée, j'attendais que Sœur Françoise, la supérieure générale, vienne me chercher. Et je voyais des religieuses assises dans le... je les vois sourire, assises et et je trouvais ça beau de les voir lire, de les voir œuvrer. J'ai dit, mon Dieu, elles vont quitter. Et ça va disparaître. Il faudrait faire une exposition des derniers jours dans leur bâtiment. Alors, j'ai contacté Serge Murphy. On a fait une recherche d'une photographe qui pourrait convenir à ce projet. On va vous en reparler tout à l'heure. Alors, je reviens à Sœur Françoise. Je lui soumets le projet. Elle en a parlé à ses consoeurs et elles ont toutes dit oui rapidement. Il n'y a pas eu d'hésitation, en tout cas, à ce que je sache. Alors, je veux remercier les petites franciscaines de Marie de cette grande générosité, d'accepter de se donner à l'intérieur. On les connaissait à l'extérieur, mais on ne connaissait pas à l'intérieur. Alors, je ne voudrais pas me placer à la place du Créateur en disant qu'on va connaître le fond de votre âme, mais qu'on connaisse les derniers jours à l'intérieur de votre bâtiment que vous avez cédé à la communauté. Je trouve que c'est un beau legs actuel, tout à fait dans la mission du musée, qu'on offre aujourd'hui, qu'on offrira cet été à Baie-Saint-Paul. Alors, merci aux religieuses, merci à vous toutes. Et par la suite, j'ai été rencontrer quelqu'un qui accueillait les religieuses. Et j'ai rencontré le président des grands bâtisseurs, M. Michaud, qui est aujourd'hui avec nous, qui venait vous parler. Et je lui ai soumis le projet. On avait besoin d'un partenaire présentateur. Et M. Michaud n'a eu, lui non plus, aucune hésitation. Il voulait rendre hommage aux petites franciscaines et il était heureux d'être dans ce projet et je tiens à le remercier. Ce fut une rencontre extrêmement enrichissante tous les deux, très agréable. Alors, je vous remercie. Alors donc, vous comprendrez qu'on va vous présenter un petit peu aujourd'hui ce projet qu'on a appelé au début les derniers jours du recommencement parce que
ce n'est pas la fin en soi de la communauté, c'est une prolongation de sa mission, ce qui prendra d'autres formes. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on avait donné comme thème les derniers jours du recommencement pour en venir au temps révélé. Alors, avant de présenter le commissaire, M. Murphy, j'inviterai donc M. Michaud, le président des Grands Bâtisseurs, à venir nous adresser quelques mots. Mesdames et messieurs, chères religieuses, le groupe Résidence des bâtisseurs s'associe fièrement à la diffusion de l'exposition Le Temps révélé du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul à titre de présentateur officiel de cet événement d'une grande valeur historique et culturelle. Nous sommes heureux de contribuer à perpétuer la mémoire de la communauté des Petites franciscaines de Marie que nous accueillons maintenant en nos murs et dont l'œuvre, la vocation et la mission ont été et continuent d'être marquantes dans le cœur et l'histoire des Baie-Saint-Paulois depuis la fin du 19e siècle. Alicia Lorente a ce don béni de savoir et de pouvoir capter à travers son acte de création photographique l'essence et l'âme de ses sujets. Dans cette exposition à la fois sensible et humble, elle invite à partager les derniers jours de vie des Petites franciscaines de Marie dans leur couvent, un édifice majestueux, une maison sacrée, signant la richesse du patrimoine bâti Baie-Saint-Paulois. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul rend ainsi hommage à celles qui ont quitté leur résidence originale pour emménager chez nous, dans un lieu qui leur permettra de poursuivre leur œuvre avec la dévotion et la sérénité qui les caractérisent. Pour notre part, nous tenions à être associés à cet hommage qui confirme notre volonté de participer activement à l'épanouissement et au rayonnement des grands bâtisseurs de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix-Ouest, dont font partie les Petites franciscaines de Marie. Le groupe Les Bâtisseurs a comme vocation de développer et d'administrer des résidences de pointe pour personnes retraitées en région partout au Québec. Le vocable « résidence des bâtisseurs » a donc été pleinement réfléchi. Pour nous, il se veut une marque de reconnaissance pour ceux et celles qui ont contribué à construire le Québec pour nos bâtisseurs des régions. Nous sommes aussi présents à Rivière-du-Loup, Chambly, Coaticook, Louisville, Québec, Sept-Îles, Matane, Valleyfield et Vaudreuil, bientôt à La Tuque, La Malbaie et Cowansville. À l'exception du manoir Sully à Québec, nous sommes établis par choix et par mission seulement à l'extérieur des grands centres. Ceci dit, nous vous invitons cordialement à visiter ou revisiter la mémoire toujours vivante de la communauté des Petites franciscaines de Marie à travers les œuvres d'Alicia Lorente. Pour nous tous, ce seront des souvenirs éternels fixés dans le temps. Merci au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul pour cette sainte initiative et merci de votre confiance, M. Tremblay. C'est très apprécié. Je vous remercie. Bonne journée. Merci. Je tiens à vous remercier, M. Michaud. Et je ne savais pas que j'avais des saintes initiatives. Alors, je reçois la bénédiction Roubi. Il manque plus que la bénédiction Roubi et Torbi, et je vais, ça va être tout correct. Alors, pour vous parler de cette exposition, j'invite Serge Murphy qui a accepté le mandat de commissaire de cette exposition. Oui, alors merci pour ta bénédiction, Jacques. Alors, quand Jacques Tremblay m'a appelé pour me dire je pense que j'ai un projet qui pourrait être intéressant pour l'été prochain, ce serait de faire un document photo sur le départ des Petites franciscaines de Marie de leur couvent. Alors, je me suis dit, il faut trouver quelqu'un qui a une sensibilité pour faire ce type de travail-là. Ça ne peut pas être n'importe qui. Alors, j'ai pensé à Alicia Lorente. Alicia Lorente est une artiste photographe de Montréal qui a photographié des grands personnages de ce monde, comme Nureyev, Carlos Fuentes, des musiciens, des artistes, des écrivains. Et elle a fait, entre autres, une série qui a été célèbre sur les toreros en Espagne. Donc, les toreros en Espagne, c'est un métier qui a été très populaire à une époque et qui est moins populaire aujourd'hui. Donc, il y a cette dimension presque humaine, existentielle dans ces photos qui est très importante. Alors, je l'ai appelée et puis elle m'a dit, « Écoute, je ne peux pas te parler maintenant parce que je m'en vais à l'oratoire avec mes enfants. » Alors, je me suis dit, bon, ben si elle va à l'oratoire avec ses enfants, c'est quand même quelqu'un qui a une sensibilité
pour la chose religieuse qui est restée près de ses racines religieuses. Alors, elle est venue passer 2 semaines ici, en 2 séjours, une semaine. Elle est venue passer 2 semaines et elle a habité le couvent. Et elle a eu une expérience presque mystique. Pour elle, ça a été un moment très important dans sa vie, me dit-elle. Elle a donc photographié, et c'est une photographe qui travaille en argentique à l'ancienne manière, donc en chambre noire, avec un appareil traditionnel, un Leica traditionnel, comme les grands photographes faisaient à l'époque. Alors, elle a demandé la participation des sœurs et elle l'a obtenue d'une manière extraordinaire. Les sœurs ont été complètement généreuses avec elle. Il faut dire que c'est une Espagnole. Elle a une espèce de chaleur et de générosité aussi et de respect. Je vois mesdames qui acquiescent. Alors, elle travaille sans arrêt depuis ce temps-là à produire ces photos-là. Des magnifiques photos, des magnifiques portraits. Il y a les portraits de sœurs, entre autres, les portraits des religieuses qui sont à peu près grands comme ça, en noir et blanc. C'est presque des Rembrandt. C'est extraordinaire, la luminosité qui apparaît dans ces photos-là sur les visages des religieuses. Alors, c'est une exposition qui va donc témoigner de la présence des petites franciscaines à Baie-Saint-Paul. Et je pense que c'est un hommage qui est bien senti et bien mérité. Alors, merci Serge d'avoir accepté ce mandat. Alors, je vous invite cet été au vernissage qui aura lieu le 25 de juin. Il y aura des grands moments en présence de M. Michaud, en présence de toute la communauté et de toute la population. Sera invité à participer à ce vernissage le 25 de juin prochain. Je pense que ce sera un grand moment pour les gens de la région, mais aussi pour nos visiteurs dans Charleroi, de découvrir les derniers jours d'une communauté dans leur bâtiment d'origine, dans lequel ils ont contribué à ériger. Alors, d'où l'intérêt de faire cette exposition. Comme deuxième exposition, on présente... Et ça, c'est un projet qui me tenait à cœur aussi. Marius Dubois. Marius Dubois, c'est un peintre que moi, j'ai connu quelque peu il y a quelques années. J'avais vu ses tableaux et j'ai toujours trouvé que c'était magnifique. Je l'appelais mon Dali québécois, mais toute comparaison cloche. Ce n'est pas vraiment un Dali québécois, c'est un homme d'une belle empreinte mythique et un travail absolument extraordinaire. Et... j'avais voulu le faire à l'exposition de son vivant. Malheureusement, il est décédé il y a 4 ans, 5 ans, 4 ou 5 ans. Alors, bon, le projet n'a pas pu se concrétiser. Et là, ça se présentait. Fait que, pour vous informer, Marius Dubois, c'est lui qui a fait les fresques de la basilique Sainte-Anne de Beaupré, entre autres. Alors, ce n'est pas un travail religieux qu'on va présenter, on va vous en parler, mais je voulais quand même vous situer l'importance de ce peintre au Québec, qui a toujours été d'une grande discrétion, très peu, ne recherchant pas la visibilité, recherchant la perfection. Je pense que c'est ça que je dois dire de ce peintre. Alors, je vous demande d'accueillir Mme Brissette, qui est le commissaire de cette exposition, qui est une amie de la famille. Et je tiens aussi à saluer Mme Dubois, qui est venue nous rencontrer et qui généreusement a accepté de nous prêter les œuvres. Et je la remercie. Elle ne pouvait pas venir aujourd'hui, c'était trop d'émotion pour elle. Mais bon, pour le vernissage, peut-être qu'elle sera présente avec nous. Alors, Mme Brissette. Alors moi, je veux commencer par vous dire que je suis honorée de pouvoir présenter le travail de Marius Dubois dans un lieu aussi important au Québec, consacré au rayonnement de l'expression artistique qu'est le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Merci, M. Tremblay. Merci. Alors, pour vous parler de l'exposition Dans l'œil du temps, elle regroupe une quinzaine d'œuvres majeures. Ce sont des huiles qui ont été produites entre 2000 et 2014. Et parmi elles, il y a certaines œuvres qui ont été achevées juste avant son décès, en janvier 2016. Marius avait 71 ans.
Alors pour Marius, le temps qui est défini, dont la marque humaine et l'histoire était la source d'intérêt primordial de son travail. Ainsi, l'histoire de l'art, en particulier l'art occidental, est au cœur de son iconographie. C'est donc pas étonnant que l'œuvre de Marius Dubois aujourd'hui corresponde aux préoccupations actuelles en art visuel. À preuve, les expositions présentées cet été dans le cadre de la programmation du musée et de celle du symposium, qui sont toutes reliées d'une façon ou d'une autre au temps. En fait, la dernière exposition de Marius Dubois, présentée au Grand Théâtre de Québec, s'intitulait « Le futur antérieur ». Marius Dubois était un peintre qu'on pourrait dire perfectionniste, comme vous l'avez dit, le souci du détail, ses recherches approfondies quand il réfléchissait à un tableau, ses dessins préparatoires qui sont extrêmement fouillés. Littéralement, on peut suivre le développement de sa pensée dans tous ses cahiers de dessins, dont certains vont être présentés pendant l'exposition. Il était, en fin de tout, guidé par son intuition. Une fois qu'il était devant la toile blanche, que lui appelait son mur blanc, c'était son intuition qui le guidait. Alors pour lui, peindre, c'était créer le vide, ce qui voulait dire s'ouvrir à la liberté de son imagination et surtout de donner au spectateur la liberté d'imaginer ou d'interpréter ses œuvres. Alors, quand on est devant une œuvre de Marius Dubois, il y a autant de lectures que de lecteurs. On peut y trouver la rencontre des contrastes, par exemple, entre l'urbanité et la nature, l'Orient et l'Occident, la spiritualité et la matérialité. Il y a des références à la psychanalyse, au mystère du féminin, aux univers parallèles. Alors, aussi, ce qui arrive, c'est qu'on peut contempler ces tableaux comme si c'était un cliché de son imaginaire. À l'instar du photographe, il saisit le rêveur en train de rêver, ou encore sa propre vision qui est figée dans un moment, dans l'œil du temps, si on peut dire, où le passé et le futur, les origines. Est-ce qu'il y a d'autres? Où les origines, comme vous voyez, il y a un embryon là, à l'intérieur du vase, et l'avenir se cristallise dans un moment immobile. Alors, c'est sans hésitation qu'on peut dire de lui que c'était un peintre visionnaire, car il a imaginé des univers possibles. Ces images nous portent à réfléchir sur la destinée humaine et surtout pour lui, sur le rôle essentiel que joue la beauté, et la beauté avec un grand B, comme valeur civilisatrice. Je veux ajouter, comme l'a fait M. Tremblay tout à l'heure, qu'on peut voir de ces grandes œuvres majeures, qui sont des œuvres de commande, qui sont à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, et aussi à la cathédrale Notre-Dame de Montréal, où en ce moment, le Moment Factory présente un spectacle qui s'appelle Aura. C'est un spectacle de son et lumière, où ces œuvres sont amplement mises en valeur depuis mars dernier. Et ce spectacle va durer pendant 10 ans. Alors, je vous remercie, M. Tremblay. La troisième grande exposition qui va être présentée nous tient aussi beaucoup à cœur. C'est Claude Le Sauteur. Madame Le Sauteur, après la mort de son mari, a fait une donation et on a créé un fonds au musée, le fonds Le Sauteur. Et Madame Le Sauteur nous avait cédé tout le travail d'atelier d'artiste, comprenant son travail de graphisme, certaines œuvres aussi. Ça a été une donation extrêmement importante pour nous. J'avais signalé d'ailleurs lors d'un événement au domaine Forgette qu'on s'engageait, lors d'un concert au domaine Forgette, le musée s'engageait à faire une exposition 5 ans après le décès de Madame Le Sauteur. C'est que nous en sommes rendus là. Nous avions pris cet engagement. Alors, nous présentons en fait le travail, graphisme et certaines œuvres de Claude Le Sauteur qui nous rappellera l'importance qu'a eu Claude Le Sauteur quand même dans la région et au Québec aussi. Alors, pour vous parler de cette exposition, j'invite Patricia Aubé qui a assuré le commissariat de cette exposition. Et je veux ajouter que cette année, Rêve d'automne présente, vous savez, chaque année, Rêve d'automne
met en valeur le travail d'un artiste. Alors, on a eu une espèce d'arrimage cette année, de façon particulière, entre Rêve d'automne et le musée. Alors, Rêve d'automne va souligner aussi le travail artistique de Claude Le Sauteur. Alors, je veux saluer Cathy Martin pour cet arrimage de nos énergies. Alors, pour vous parler maintenant de l'exposition, Patricia. Parfait. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous parler de l'exposition de Claude Le Sauteur ce matin parce que, bon, c'est un artiste tellement marquant pour la région de Charlevoix. Bien sûr, on le sait, il y a quand même eu des grandes expositions qui ont été faites dans le passé, mais avec l'exposition L'Atelier, en fait, on veut vous inviter à découvrir le travail de Le Sauteur sous un autre angle, c'est-à-dire d'une façon beaucoup plus intime. Alors, comme l'expliquait un peu M. Tremblay, là, ce qui nous a poussé à faire cette exposition, c'est d'abord la généreuse donation du fonds d'atelier de Le Sauteur par sa femme Ghislaine en 2014. Et quand Cathy Martin est venue nous voir là, pour nous annoncer là, que le Festival Rêve d'automne avait choisi de mettre à l'honneur Le Sauteur, on s'est dit que cette année, c'était vraiment l'occasion parfaite là, pour rendre hommage à cet artiste-là, quand même 10 ans après son décès. Alors, les pièces souvent inédites, justement, qui l'accompagnaient dans son atelier, vont nous permettre de porter un nouveau regard sur son œuvre et surtout sur ses procédés de création. Parce qu'en fait, ce qu'on va découvrir dans l'exposition, c'est d'abord, comme vous l'avez dit, tout le travail de graphiste de Le Sauteur, qui occupe quand même une partie importante de sa production. Tout de suite après ses études à l'École des Beaux-Arts, Le Sauteur est devenu concepteur graphiste et il a même monté les échelons jusqu'à devenir gestionnaire d'une importante agence de publicité. Alors, c'est peut-être un peu moins connu de son travail, mais nous, on va le mettre en valeur et ça va être justement l'occasion de voir toutes les étapes de production. Donc, des croquis préparatoires jusqu'à l'impression finale dans une revue ou un journal, par exemple. Donc, à travers tous ces petits dessins-là, on va découvrir, en fait, son humour très particulier. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, en fait, à fouiller dans tout ça. Son humour aussi qu'on connaît déjà grâce à sa collaboration avec Juste pour rire, entre autres. L'exposition va aussi mettre l'accent donc, sur les dessins et les croquis de Le Sauteur, donc pour montrer, en fait, toute l'activité créatrice de cet artiste-là. Et j'ai entre autres numérisé des carnets de croquis, justement pour vous donner accès à du contenu un peu inédit. Là. Donc, outre voir juste le cahier ouvert comme ça, on va vraiment pouvoir visualiser toutes les pages là, grâce à la numérisation et un iPad qui va nous permettre de les voir. Ensuite de ça, il va évidemment y avoir quelques peintures qui vont être exposées, mais c'est beaucoup pour montrer en fait la transformation du travail de Le Sauteur au cours des années. On va avoir par exemple une œuvre de 1953, donc qui a été réalisée quand Le Sauteur avait à peine 27 ans, et tout près, on aura sa toute dernière œuvre qui est restée inachevée. Donc on va vraiment pouvoir voir les transformations de son travail. Alors, le but de cette exposition, finalement, c'est justement de montrer toute la force et l'authenticité d'une production qui est très diversifiée. Et vous allez voir qu'à travers les thèmes explorés par l'artiste, mais aussi par les différents styles et techniques qu'il a utilisés, on retrouve toujours son humour très sensible et aussi son amour pour l'homme et la nature, qu'on retrouve vraiment dans chacun. Alors, je veux terminer en remerciant aussi la famille Le Sauteur, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais avec qui je suis en communication constante là, pour la préparation de cette exposition-là. Et je salue moi aussi Cathy Martin là, de Rêve d'automne. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de faire cette collaboration-là pour mettre en valeur Le Sauteur cette année. Alors voilà. Merci. Ça rappelle des souvenirs parce que quand je me rappelle, on est allé choisir je me suis rendu à la résidence des Le Sauteur et qu'on a passé 3 jours. Moi, j'avais passé quelques jours. Après, par la suite, l'équipe a demeuré plus longtemps. C'était très touchant de fouiller dans les archives de Le Sauteur et de découvrir le travail de graphiste qui est particulièrement intéressant. Alors, découvrez cela cet été. Je veux, avant de passer au symposium, vous rappeler que cette année, nous célébrons les 25 ans du musée. Le musée a été construit en 92. Alors, il y aura des activités spéciales à partir de l'automne, après le symposium, pour souligner les 25 ans d'existence du musée. Il y aura un parcours photographique très spécial qui sera fait, relatant l'histoire en photo sur tout
parcours photographique que vous êtes habitués. Il y aura d'autres activités dont on vous parlera, mais ça fait déjà 25 ans que le musée a été inauguré. Pour ceux d'entre vous qui étaient là, qui a été inauguré par Françoise Labbé et Brian Mulroney à l'époque, qui était premier ministre, et Gilles Rémillard, ministre de la Justice du Québec, originaire de Charlevoix. Alors, il y aura une célébration. Entre-temps, il y aura un parcours photographique encore sur le thème du symposium. Et cet été, pendant l'été, il y aura ces magnifiques concerts du domaine Forgette. Il y en aura 4. Le 30 juin, le 7 juillet, le 14 juillet, le 11 août. Alors, sous le thème piano, guitare, il y aura même un marathon de musique de chambre le 14 juillet. Les concerts sur le temps des concerts, l'entrée du musée est gratuite. Alors, les gens peuvent rentrer. Donc, c'est des moments extraordinaires. Je vous invite à y venir, à amener vos amis, à venir découvrir, écouter, rencontrer les étudiants du domaine. C'est dans un contexte absolument incroyable à travers les œuvres du musée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une rencontre entre les artistes étudiants du domaine et les visiteurs. Parce que ce n'est pas le contexte des grandes salles où on est obligé d'être un petit peu plus distant. Alors, c'est vraiment une belle rencontre entre les visiteurs. Les étudiants discutent après, par la suite, avec les visiteurs. Et c'est vraiment un beau moment. Alors, c'est un moment privilégié. Je veux remercier le domaine Forgette de continuer à être partenaire dans cette belle aventure qu'est les concerts de l'été au musée avec le domaine Forgette. Alors, je les en remercie. Et maintenant, évidemment, nous allons parler de notre symposium qui célébrera, lui, cette année, sa 35e édition. C'est pas rien, Marie Perrault va vous en parler tout à l'heure. 35 ans, c'est probablement le plus vieil événement du genre au pays, d'un océan à l'autre. C'est le plus important événement en art visuel contemporain au Canada et probablement un des grands rendez-vous où beaucoup d'artistes se sont fait connaître et vont se faire connaître. Parce que le but du symposium, ne l'oublions pas, c'est d'être un rendez-vous de la relève artistique canadienne et internationale. Alors, c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui, c'est pas rien. Alors, quand on pense au symposium, vous découvrirez, je vous invite à revoir l'exposition sur le symposium au musée, dans la salle du bas. Vous découvrez les grands noms qui ont passé à ce symposium. C'est quand même exceptionnel. Quand on pense que Riopelle, Lemoine, Letendre, Sullivan, tous ces grands noms qui ont passé au symposium, quand on regarde ça sur les murs, à chaque fois, je m'en étonne et je me dis, mon Dieu, quel héritage, quelle responsabilité nous avons que de perpétuer cette action. On a un ancien commissaire avec nous aujourd'hui que je salue à nouveau, Serge Murphy, et qui a fait un beau travail pendant 3 ans aussi. Et Marie, qui fait sa 3e année cette année, qui a fait un travail extraordinaire, qui vous a préparé une programmation exceptionnelle. Alors, avant d'aller plus loin, avant de vous présenter Marie avec la programmation, j'invite M. Philippe Chantal, directeur du Casino de Charlevoix. Vous savez que le Casino de Charlevoix, avec l'Auto-Québec, est le présentateur. Je veux saluer Dominique Villemer, responsable de la collection de l'Auto-Québec, qui est là, qui est une artisane quasiment dans la région parce qu'elle travaille sur plusieurs projets. Puis elle aime Charlevoix, puis je veux la remercier de son implication dans la communauté qu'elle fait ici. Et je veux remercier encore une fois de plus l'Auto-Québec et le Casino de Charlevoix d'accepter d'être présentateur pour une 2e année. On voudrait que ça se poursuive, parce que c'est une grande aventure. L'Auto-Québec a été au tout début des premiers symposiums. Et sa collection à l'Auto-Québec a commencé avec les symposiums avec Mme Labbé. Par la suite, l'Auto-Québec a étendu à l'échelle du Québec, ce qui était normal. Mais cette grande aventure de l'art contemporain d'une collection a commencé au symposium de Baie-Saint-Paul. Alors, l'Auto-Québec nous est revenu depuis 2 ans. Alors, ils vont vous parler de leur implication. Et je vous demande d'accueillir M. Philippe Chantal, le directeur du Casino de Charlevoix, que je remercie de sa collaboration. Bon matin à tous et à toutes. Ça va bien? Oui? Good. Première des choses, merci Jacques de l'accueil. C'est toujours un plaisir de se retrouver parmi vous. Évidemment, on se sent en famille ici, puis c'est avec un réel bonheur là, que je représente l'Auto-Québec et le Casino de Charlevoix pour vous parler ce matin. Tu vas remercier Dominique Villemer avant de parler un petit peu du symposium. Je tiens à remercier Dominique parce que, évidemment, j'ai le beau rôle ici devant vous ce matin
Cependant, Dominique fait un travail extraordinaire pour nous et c'est une grande ambassadrice de la région de Charlevoix auprès de l'Auto-Québec. Et je pense que si on a un honneur à décerner à l'équipe de l'Auto-Québec, c'est à Dominique que je le ferai ce matin. Elle me dit non, pas plus, pas plus. Donc, on est très heureux de présenter ce symposium pour une deuxième année. Nous avons de quoi être fiers de cet événement qui occupe maintenant une place de choix dans le calendrier culturel de la région de Charlevoix. Cette 35e édition s'annonce d'ailleurs fort prometteuse. On pourra le constater avec la présentation de Mme Perrault tout à l'heure. L'engagement de l'Auto-Québec envers l'art contemporain s'exprime de différentes façons, notamment par son importante collection. M. Tremblay en a parlé. Pour votre gouverne, on parle de 5000 œuvres qui ont été faites par environ 1200 artistes. Donc, je pense que c'est une collection extrêmement importante pour le Québec. Et pour rendre hommage un peu à cette collection-là, et surtout pour la rendre disponible, on a créé dans les casinos du Québec, et on l'a fait dernièrement ici au Casino de Charlevoix, un parcours artistique qui permet de venir apprécier l'ensemble des œuvres de l'Auto-Québec. Évidemment, on a eu un coup de main, je vous dirais, extraordinaire de deux personnes clés pour ce parcours. Notre amie Patricia, qui, avec son expertise et son amour, nous a bâti un parcours extrêmement intéressant. Merci également, M. Tremblay, pour le prêt des œuvres, évidemment, qui venait du Musée d'art contemporain. Je pense qu'on peut être fier de ce parcours-là. Il est riche. Quand j'entends les clients nous donner des commentaires par rapport à leur appréciation, je pense qu'il y a un travail extraordinaire qui a été fait. Donc, je voulais vous remercier pour ce grand coup de main. Enfin, on a profité lors de l'inauguration du parcours pour annoncer un projet d'art public qui se fera ici, entre autres, à la Malbaie. Prochainement, dans les prochaines semaines, on fera un appel public pour les artistes qui pourront nous présenter une œuvre qui prendra place à la Malbaie. Donc, je n'en dis pas plus parce qu'éventuellement, on fera des annonces en ce sens. Mais c'est une façon pour nous de se rapprocher encore du milieu. C'est une façon pour nous de faire partager notre amour pour la culture. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on s'est rallié pour une deuxième année au symposium. Donc, en plus de cette collaboration-là avec le symposium, cette année, on va remettre aussi le prix du coup de cœur du public. Donc, à la fin du symposium, l'artiste dont l'œuvre a été sélectionnée va recevoir de la part de l'Auto-Québec une bourse de 2 000 $. Donc, évidemment, j'invite le public en grand nombre à venir découvrir les œuvres et voter pour celle qui saura se démarquer. Enfin, je termine en disant merci à tous de votre présence. Merci d'avance à Mme Perrault pour l'excellent travail que vous allez nous proposer. On a hâte de voir ça. On est impatients de pouvoir découvrir encore une fois ces belles pièces-là cette année. Et bien, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Donc, merci beaucoup. Merci. Alors, bien évidemment, on va inviter notre directrice artistique, Marie Perrault, à venir vous présenter la programmation avec toutes les surprises qui s'y accompagnent. Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. On a de la grande visite, on a un monarque aujourd'hui. Je lui laisse le soin. Il y a des artistes de la région qui sont impliqués dans le symposium. Alors, on est très heureux de cette édition, de cette cuvée, si on peut dire. Alors, mais je veux en profiter pour remercier Marie pour son travail, sa générosité. Elle en fait plus qu'on en demande. Et puis, c'est sa 3e et dernière édition. Alors, comme directeur du musée, je veux la remercier. On aura d'autres occasions. Mais là, pour l'instant, je veux quand même, on va préparer le déroulement de la 35e édition. Alors, Marie Perrault, directrice artistique du symposium. Alors, bien, bonjour. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. J'aimerais remercier le directeur du musée et le président du conseil d'administration du musée et les membres du conseil d'administration pour la confiance qui m'ont témoigné tout le long des mandats que j'ai faits. C'est un peu avec un peu de tristesse, un peu de joie, mais quand même un peu de tristesse aussi que je vais quitter le symposium à la fin de cette édition-ci. En 2017, ça marque le 35e anniversaire de la fondation du Symposium, qui avait été fondée par Françoise Labbé en 82 sous le thème le Symposium de peinture de Baie-Saint-Paul. Alors, dans le contexte de cet anniversaire-là, et puis tenant compte aussi de une atmosphère d'époque, il m'apparaissait important de souligner la présence des passés aujourd'hui. Avec les outils numériques, on a
toutes sortes de souvenirs, toutes sortes de passés présents à la main, au bout de nos doigts. Et puis, souvent, sur notre téléphone, on peut accéder à toutes sortes de souvenirs. Alors, cette nouvelle situation-là a modifié beaucoup la façon que les artistes ont de travailler et ont de travailler avec la construction historique. Alors, l'édition de cette année sur le symposium portera sur la façon dont les artistes composent avec le passé, le présent et le futur. Alors, dans ce contexte-là, il m'apparaissait important d'inviter un président d'honneur, comme président d'honneur, un artiste qui a fait de la construction historique le cœur de sa pratique. Alors, cette édition du Symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul sera placée sous la présidence de l'artiste Denis Tremblay, qui est Denis Ier, le roi proclamé par référendum de l'Anse-Saint-Jean. Alors, j'inviterai M. Tremblay à se présenter. Je vais vous présenter M. Tremblay, puis après ça, je vais faire la description de l'événement. Alors, prenez siège. On n'a que siège à vous offrir. Moi, je me lève devant le monarque. Alors, écoutez, c'est une... vous voulez que je me présente, donc je ne reviens pas sur scène, là. Alors, écoutez, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir choisi, dans le fond, comme président d'honneur. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement. C'est parce que cette année, le symposium, le 35e, va être historique. Pas juste parce que les artistes travaillent avec l'histoire, mais parce que l'histoire, on l'a laissé à d'autres qui ont manqué tous leurs rendez-vous historiques. Nous sommes dans un vide historique et il est temps que les artistes reprennent de laisser l'histoire à les artistes qui peuvent le rejouer. Vous savez, Churchill avait une très belle phrase pour résumer tout ça. Il disait « Un peuple qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Une personne simple qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. » Il faut donc choisir son passé pour choisir son avenir. Et dans ce sens-là, ça peut aller dans tous les sens. Et tous les jeux des artistes, j'ai hâte de les voir. Et toutes ces reconstructions, tous les rejeux ou les déjouer, les histoires, la grande histoire rose, va permettre justement de voir d'autres perspectives. Et dans ce sens-là, ça arrive à point. J'ai hâte de voir ce symposium-là et j'ai hâte d'y participer. Alors, ma forme de participation va être assez simple. Évidemment, j'aurai l'honneur d'ouvrir le symposium et de faire une conférence le lendemain qui, entre le titre et déjouer l'histoire avec un grand H et rejouer la nôtre ou les nôtres, là, si vous voulez. Mais aussi, nous aurons l'occasion d'exposer 20 ans après l'événement de cette première monarchie municipale au monde, les bijoux de la couronne de l'Anse-Saint-Jean qui seront exposés au musée et qui seront expliqués. Évidemment, c'est des bijoux qui sont d'une autre nature, comme la monarchie d'ailleurs. Notre monarchie est d'une autre nature. Vous savez que notre monarchie, on disait souvent aux Français qui viennent souvent à l'Anse-Saint-Jean, vous savez, notre monarchie est la plus républicaine au monde, la vôtre est la plus monarchique. Alors, votre république est la plus monarchique. On est fait pour s'entendre. Donc, les bijoux de la couronne seront exposés là-bas et j'aurai l'occasion d'expliquer dans une exposition un peu l'aventure de l'illustre inconnu, le suprême chef d'État d'esprit périphérique, qui pendant 11 ans va opérer dans le réel, va sauver, entre autres, la maison Arthur-Villeneuve, va permettre de l'intégrer au musée de la Pulperie et va pouvoir expliquer aussi l'enterrement de l'histoire de l'art métropolitaine au Centre Pompidou à Paris, d'ailleurs, dont le film sera présenté cette année au Centre Pompidou 20 ans plus tard. Alors, donc, c'est historique aussi, pas juste parce que ça fait 20 ans que la monarchie a été créée, c'est historique aussi parce que ça fait 100 ans que le scandale du ready-made a été, cette année, a été fait. Vous savez qu'en avril 1917, le fameux urinoir de Duchamp qui va transformer radicalement toute la perspective historique. Alors, moi, j'ai travaillé sur ces notions-là et ça va être expliqué simplement, mais j'ai outrepassé cette œuvre-là pour que l'imaginaire des artistes puisse se réaliser
pas seulement dans l'œuvre, mais à l'extérieur de l'œuvre. Donc, en gros, c'est la forme de participation que je l'ai, et merci encore aux organisateurs pour cet événement important. Alors bien, on va passer à la présentation des artistes qui vont être le porte-parole. Cette année encore, le porte-parole est Marc Séguin. Alors, Marc Séguin, c'est un artiste, c'est un peintre connu qui a réalisé cette année un film, qui a réalisé l'année dernière un film sur son dernier roman qui s'appelait Stealing Alice. Et puis, alors, c'est Marc Séguin qui a accepté de refaire d'être notre porte-parole officiel dans les différents médias à travers la tournée qu'il fait autour de son exposition et du lancement de son film. Alors, cette année, 12 artistes ont été retenus. Il y a des artistes du Canada, des États-Unis et de France. Dans les artistes qui viennent du Canada et du Québec, il y a un fort contingent d'artistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a aussi une participante qui vient de Baie-Saint-Paul. Et puis, il y a un artiste de Baie-Saint-Paul qui a aussi été intégré à la programmation en appui au symposium, qui est développée en appui au symposium. Alors, d'une part, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a Magali Baribeau-Marchand et Sarah Letourneau. Sarah Letourneau et Magali vont travailler à partir d'objets qu'ils ramassent dans les cimetières autour de la notion d'offrande et de commémoration. Puis ils vont refaire autour des fleurs de plastique abandonnées dans les cimetières en hommage aux gens qui sont défunts. Maintenant, ils ne vont pas dépouiller les tombes, là. Ils ramassent celles qu'on jette au rebut quand c'est changé. Puis ils vont faire à partir de ça une œuvre qui évoque, qui porte un regard d'émerveillement sur l'hommage qu'on rend aux gens qui sont disparus ou qui nous sont proches et puis qui sont disparus. On accueille aussi Charles-Étienne Brochu, qui est quelqu'un de Québec. Charles-Étienne Brochu avait reçu une bourse ovation cette année de la Manif d'art. Et puis, il va explorer les relations sociales, personnelles et politiques à travers un dessin animé numériquement, des GIFs. Les relations personnelles, sociales et politiques et temporelles que les individus entretiennent entre eux à travers les différents événements historiques. De France, on reçoit un duo qui s'appelle Cabinet de fumisterie appliquée. Le cabinet de fumisterie appliquée s'intéresse à l'utopie et la dystopie. Puis autour d'un projet qui s'appelle Horizon 2050, ils vont s'interroger sur ce que sera l'alimentation en 2050. Alors, à travers toutes les catastrophes qu'on nous annonce, ils vont s'interroger sur savoir que sera l'alimentation dans le contexte des progrès de la science. Alors, ils vont exploiter le potentiel plastique et tragique et comique de cette prospective. De Baie-Saint-Paul, on va accueillir Karine Locatelli, qui s'inspire du caractère nordique du territoire, puis qui dessine le paysage de Baie-Saint-Paul qui se renouvelle. Elle avait présenté, vous avez peut-être vu son exposition un peu plus tôt cette année au centre d'exposition de Baie-Saint-Paul. Elle va reprendre le même type de dessin qu'elle va présenter dans une installation où les visiteurs vont être appelés à modifier le dessin par leurs gestes. Les dessins sont suspendus, les visiteurs vont modifier les dessins par leurs gestes pour prendre vraiment en charge l'action, rejouer finalement de l'action de notre effet sur le paysage. On va accueillir aussi un artiste qui est originaire de Chicago, qui est Mitch Mitchell, qui a toutefois œuvré à Halifax, à Edmonton, en Alberta, et puis qui est maintenant basé depuis quelques mois à Montréal, qui s'appelle Mitch Mitchell. Le projet de Mitch Mitchell tourne autour de la réalisation d'une chaise Louis XVI, avec toute l'idée de savoir-faire puis de préciosité, mais de refaire une chaise Louis XVI selon les méthodologies d'un guide de montage IKEA, pour que ça soit propice à refaire la chaise dans un kit IKEA. Alors, il va faire un kit IKEA de chaise Louis XVI. Alors, on accueille aussi un artiste de Hamilton qui est originaire de Séoul, qui s'appelle Dong Kyun Nam. Et puis, Dong Kyun, il préfère qu'on l'appelle Kyun comme prénom. Kyun démantèle des objets issus des nouvelles technologies avec le numéro de modèle spécifiquement qui remixe et puis il fait comme des transformers de ces objets-là. Il va les remixer avec d'autres objets qui sont liés à d'autres modèles des nouvelles technologies. Alors, on a tout le temps tendance à voir ces appareils-là comme
des appareils d'une promesse futuriste sur certains aspects, puis un petit peu hors temps, mais les modèles sont très ciblés. Alors, c'est un petit peu toute l'historicité de ces techniques-là que son travail va souligner. On accueille aussi de Brooklyn, Elise R. Peterson, qui s'intéresse, elle, aux exclus et aux récits de la négritude dans l'histoire. Alors, elle va avoir un travail en 2 volets. D'une part, elle va intégrer par collage, montage, des images de la culture populaire noire à des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. D'autre part, elle va aussi présenter les conditions de vie, parfois très difficiles, des Noirs au quotidien. Alors, c'est tout un travail qui va se faire en montage numérique, collage et peinture. On accueille aussi Catherine Plaisance de Montréal, qui va imaginer le paysage de Charlevoix en 2100, alors que la fonte des pôles aura modifié complètement le niveau de l'eau et le niveau de la mer. Alors, c'est un petit peu une vision dystopique, onirique. C'est un nouveau paysage merveilleux à travers ces conditions qu'on décrit souvent comme catastrophiques. On accueille aussi la famille Plouffe, qui est une famille. Ils vont travailler avec le père, la mère, les enfants et le grand-père. Ils vont travailler ensemble un projet. La famille Plouffe s'articule autour de la démarche de l'artiste Guillaume Baudrillard-Plouffe. Puis ils vont faire un diorama autour des échassiers de la baie, Alexis le Trotteur, puis les pinières qu'on trouvait autrefois à Baie-Saint-Paul. De France, on va aussi accueillir Jean-Charles Rémicourt-Marie, qui est un artiste de Normandie, qui s'intéresse aux sculptures, aux maquettes et aux projets d'utopie architecturale. Alors, il va travailler dans ce sens-là, puis il va imaginer des utopies architecturales et sculpturales dans le contexte du symposium. On accueille aussi Stéphanie Requin-Tremblay, qui est du Saguenay, et puis qui travaille entre le Saguenay et Québec, qui vient, elle, d'en recevoir une bourse de la Manif d'art dans la série Première Ovation. Et puis, à Baie-Saint-Paul, elle va travailler sur son fil Facebook. Elle va produire un livre d'artiste, puis travailler sur son fil d'actualité Facebook et faire du flux de ses actualités sur son fil un récit historique. Puis on accueille finalement, dans les participants au symposium, Laura Saint-Pierre, qui est une photographe et vidéaste, qui est connue pour un intérêt pour la flore, qu'elle conserve dans des bocaux un peu comme comme le font les botanistes, dans les solutions alcoolisées. Et puis, elle fait, à partir de ces fleurs-là, qui sont issues d'une cueillette qu'elle aura fait dans la région, elle va présenter les fleurs en bocaux dans des solutions comme les botanistes, qu'elle va installer, elle va faire une installation, puis elle fait aussi, à partir de ces objets-là, des très grandes photographies couleurs. Par ailleurs, le symposium sera ouvert cette année par la fanfare Pénaruna, par le défilé traditionnel dans les rues de la ville, qui sera cette fois présidé par le roi de l'Anse-Saint-Jean. Puis le lendemain, Denis Ier, comme il vous le mentionnait, fera une conférence sur son travail. Le 5 août, on va toujours remettre, comme on le faisait par le passé, la bourse Jean-Claude Rochefort à une récipiendaire qui nous sera dévoilée à ce moment-là. Puis après ça, on accueillera Vicky Sabourin, qui est une artiste performeur, qui fait du travail, qui fait des tableaux vivants dans lesquels elle se met en scène elle-même, puis à partir de faits divers, souvent des faits historiques divers de la réalité individuelle de différents individus. Dans la semaine du 9 au 13 août, dans la semaine du mercredi 9 août au 13 août, l'artiste de Baie-Saint-Paul, Jean-François Racine, qui est avec nous à l'arrière, là. Oups, il faut que je me bouge. Je suis petite et il est loin. Alors, il faut que je me bouge. Jean-François Racine va travailler en direct devant le public pendant toute la semaine au symposium. Puis le projet demeure à déterminer, mais dans l'esprit du projet, c'est vraiment de consigner sur place le déroulement de l'événement en s'inspirant en partie de la thématique. Vendredi, le 18 août, on fera une soirée, une nocturne au symposium
avec le DG Maxime Dubois, qui pour un instant, s'est appelé Marius Dubois dans toutes les... Puis là, tout à coup, je me suis dit, hop, ça marche pas. Alors, mais en tout cas, le DG Maxime Dubois, c'est quelqu'un d'autre. Et puis, alors, vous allez être invité à venir prendre un apéro avec les artistes puis échanger avec eux dans cette soirée-là, dans une atmosphère vraiment complètement différente. Alors, c'est un essai qu'on fait cette année au Symposium. J'ai hâte de voir, mais ça promet d'être vraiment une atmosphère beaucoup plus décontractée, beaucoup plus festive. Samedi, le 19 août, on a une collaboration avec l'ONF. Et puis, l'ONF a réalisé un projet a réalisé un incubateur de projets à partir de projets d'artistes autochtones. J'aurais beaucoup voulu inclure des Autochtones dans la sélection de cette année. Ils sont les premiers interpellés par la notion d'histoire. Ils sont parmi des grandes victimes historiques, si je peux m'exprimer comme ça. Mais je ne suis pas la seule qui a pensé ça cette année. Beaucoup d'artistes autochtones étaient pris. Alors, on a invité Caroline Monet et Michel Bélanger. Caroline Monet, c'est la commissaire du projet de l'incubateur de projet mené par l'ONF. Et Michel Bélanger, c'est la vice-présidente à l'ONF qui l'a mené à bien, qui vont nous parler des différents projets qui ont été réalisés dans ce contexte-là, ou en tout cas qui ont été réfléchis, qui ont été mûris dans le contexte. Finalement, samedi, le 26 août, on présente une performance de Sarah Wendt et Pascal Dufault, dans lequel Sarah Wendt, comme danseuse, évolue devant tout un dispositif technique où son image prise par les caméras est projetée en même temps et réintégrée, ressaisie dans le dispositif technique, de sorte que ça crée... Vous savez, quand dans une salle d'essayage, on se met vis-à-vis deux miroirs et notre image est répétée à l'infini. Là, c'est une chambre d'écho visuel dans le temps où il y a toutes les images à l'infini des différentes saisies de l'évolution de la performance. Alors ça clôt toute la programmation en général du symposium. Ça se terminera évidemment par une... visite guidée que j'animerai la dernière journée du symposium. Puis pour fermer l'événement d'une manière festive, Guy Saint-Onge, un musicien chevronné que vous devez connaître en région, qui est le directeur de l'Havre musical, c'est ça. Je savais que je n'étais pas tout à fait sur le bon mot avec l'accueil, mais je n'arrivais pas à trouver. Alors, Guy Saint-Onge, accompagné de Roxane Dell, qui, elle, a été connue pour des réinterprétations récentes des Beatles au violon. Alors, les deux vont faire une prestation musicale pour clore l'événement. Alors, j'espère que ça vous plaira, que la programmation vous emballe autant que moi. J'ai vraiment un sentiment de m'être approprié l'événement puis de l'avoir à ma main, d'avoir réussi à en faire vraiment ce que j'en veux. Là, je vous offre le meilleur de moi-même dans cette 3e édition. Alors, j'espère que vous viendrez à grand nombre, puis merci beaucoup de votre attention. Je veux vous remercier. On est très fiers de ce qu'on vous offre aujourd'hui. Je pense qu'autant qu'au musée ou au symposium, on est d'avant-garde et on prouve que les régions peuvent faire aussi bien que les grands centres. Alors, c'est toujours notre objectif, c'est de montrer que ce qui se passe ici à Baie-Saint-Paul est à l'affût de ce qui se passe à travers le monde. Alors, je pense que mission accomplie, Marie. Et puis, merci à vous tous pour cette présence, puis répandez la bonne parole. Merci et à la prochaine. Marie Perrault, directrice artistique du 35e Symposium de Baie-Saint-Paul. Bonjour. Bonjour. 3e édition pour vous. Oui, mais c'est un mandat de 3 ans et puis c'est ma dernière édition. Alors. Comment on peut, prévoir ou anticiper une 3e participation à un symposium quand on compare peut-être votre arrivée il y a 3 ans? Bien, quand je suis arrivée il y a 3 ans, je connaissais moins la région. Je connaissais moins l'événement aussi. Alors, j'ai vraiment appris avec le temps à apprivoiser à la fois la région, à la fois l'événement. J'arrive avec le meilleur de moi-même, mais un peu hors de moi-même, vraiment plus en phase avec où l'événement a lieu, puis le contexte dans lequel l'événement se présente. Je connais plus les publics. Alors moi, j'ai trouvé ça stimulant, faire cette édition-là.
C'est une édition où ça a été qui a fait l'objet d'un appel de projet. Moi, j'ai invité des artistes à soumettre des propositions dans l'appel de projet. J'avais des favoris dans les gens qui avaient soumis à l'appel de projet, mais c'est aussi, ça a été choisi en collaboration avec Anne Beauchemin, qui est une collaboratrice de longue date au musée, Gabrielle Bouchard, Patricia Aubé, et puis Céline White, qui est une membre du conseil d'administration du musée. Un comité de femmes cette année. Et puis, à partir de la sélection de base, bien, j'ai construit la programmation aussi. Parce qu'il y a un thème, c'est pas assez au présent. Oui, mais si on regarde, d'une part, c'est vraiment un hasard, mais le présent, le passé a vraiment un écho, puis le temps a un écho dans toute la programmation du symposium cette année. Alors, je dirais que c'est un sujet un peu dans l'air du temps, si je peux m'exprimer comme ça, pour pas faire un curieux jeu de mots, là. Et puis, bien, on est tous confrontés à énormément de passé, on est tous confrontés à... on sent très bien que l'histoire n'est plus universelle, il n'y a plus juste une histoire. Alors, c'est le moment est propice, on sent vraiment qu'il y a une rupture de ces grands récits-là historiques. Le moment est propice pour vraiment se poser la question, c'est quoi l'histoire finalement? C'est quoi le passé? Puis c'est quoi la construction historique? Alors, c'est un peu le sens du symposium cette année. Vous avez une belle brochette d'artistes, toujours 12 artistes? Oui, toujours 12 artistes. Puis on a 60 des artistes qui ont de 5 à 10 ans de carrière. C'est ce que j'estime des gens quand même en début de carrière, là. C'est comme des artistes qui sont rendus en pleine possession de leurs moyens, mais qui découvrent encore, puis qui... Alors, c'est dans ce sens-là très stimulant. On a aussi des artistes de l'étranger. L'année dernière, on avait un Africain. Cette année, bien, on a finalement un duo de Françaises puis un artiste français. Et puis, on a aussi un Canadien qui est d'origine coréenne. Alors, il y a vraiment de multiples perspectives. Puis, il y a aussi une artiste de Brooklyn qui travaille vraiment sur le discours sur la négritude, là. Alors, j'ai hâte de voir comment l'arrimage va se faire avec ces gens-là. Ces gens-là, c'est des gens qui ne se connaissent pas. Dans la qualité du symposium, il y a aussi une gageure qui est l'espèce d'unité qu'ils vont pouvoir faire ensemble, puis le groupe, la fratrie qu'ils vont pouvoir faire ensemble. Ça, on n'a pas vraiment de contrôle, mais en tout cas, il y a une sensibilité commune, puis il y a quelque chose comme d'intéressant aussi. Là, j'ai hâte de voir. C'est toujours du mois de juillet au mois d'août, fin du mois de juillet, début... Oui, c'est du 28 juillet au 27 août. Alors, ça, c'est tout le mois d'août. Vous avez un président d'honneur? Oui, j'ai un président d'honneur qui est Denis Tremblay. J'avais choisi M. Tremblay comme président d'honneur parce que c'est un artiste qui a vraiment pris à bras-le-corps de s'inscrire dans l'histoire réelle, puis de faire de ce projet, de s'inscrire dans l'histoire réelle, une œuvre d'art. Alors, Denis Tremblay, pour faire une histoire courte, a été pendant plusieurs années l'illustre inconnu. Puis, à un moment donné, par le biais d'un référendum municipal, il a été proclamé par référendum, l'illustre inconnu a été proclamé le roi de Lens. Ça fait exactement 20 ans que le roi de Lens a été proclamé roi de Lens. C'est le premier roi d'une monarchie municipale. À l'époque, ça avait fait un événement historique qui avait été diffusé par différents médias, mais de CNN à The Guardian ou vraiment des médias de tous les niveaux. Je pense que c'est vraiment l'image de la royauté puis le fait de s'inscrire comme artiste d'une façon officielle dans une histoire avec le nom de la royauté qui a attiré tant l'attention. Alors, ça me paraissait la personne tout indiquée. Sa pratique se situe vraiment à l'intersection réelle de l'histoire et de l'art. Alors, il s'oppose un peu à Marcel Duchamp, dont le Ready-Made est aussi fameux, puis il fête aussi un anniversaire, ça fera 100 ans cette année. Il est en soi de Lens-Saint-Jean. Quand on dit le roi de Lens, c'est de Lens-Saint-Jean. Oui, c'est le roi de Lens-Saint-Jean, puis dans le cadre d'une levée de fonds, il avait divisé le territoire de Lens-Saint-Jean en différents duchés, puis il avait vendu des titres de noblesse officiellement pour faire une levée de fonds pour le projet lié à la monarchie. Notamment, à l'époque, il y avait le parc de Saint-Jean-du-Millénaire, qui était un des projets qu'il voulait réaliser dans ce contexte-là. On peut dire que c'est original. Oui, mais
c'est des manières de faire qui sont là pour faire réfléchir plutôt que conforter. Marc Séguin est toujours votre porte-parole? Oui, Marc Séguin est toujours notre porte-parole. Moi, j'ai toujours trouvé que Marc Séguin défend très, très bien le symposium, mais il l'a vécu lui-même. Et puis, Marc Séguin, il a une présence médiatique quand même assez importante. En tant que participant du symposium, quand il s'exprime sur le symposium, il saisit très bien tout le défi que ça représente pour les artistes, puis toute l'opportunité que ça représente, puis l'occasion de stimulation. Alors, et puis comme d'émerveillement, puis de découverte, d'ouverture dans la production. Et puis, l'expérience de visibilité que ça donne, il le décrit très bien. Puis, alors, c'est un porte-parole tout indiqué. Puis il a une crédibilité et une notoriété avec ça. Oui, c'est ça. C'est l'important pour un porte-parole. Alors, il défend bien le symposium et il est bien placé pour le défendre aussi. Cette année, comme dans les autres années, je crois, les gens peuvent voter pour l'artiste préféré qu'ils verront au symposium. Oui, cette année, grâce à une collaboration avec le Casino de Charlevoix, il y aura une bourse qui sera offerte à l'artiste qui sera le coup de cœur du public. Alors, venez voter, venez visiter, venez voter. Vous pouvez voter plusieurs fois. Vous pouvez changer d'idée. Alors, et puis, ça retournera toute cette appréciation-là vers l'artiste qui sera couronné coup de cœur de l'événement. Marie Perrault, bon succès pour cette 35e édition et votre 3e et dernière pour vous. Bien, merci beaucoup. Puis, au plaisir de vous voir cet été. Serge Murphy, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire et on vous a vu effectivement dans le cadre du symposium avant Mme Perrault. Mais là, vous revenez pour une exposition particulière qui va avoir lieu cet été au Musée d'art contemporain sur les petites franciscaines de Marie. Oui, sur en fait les derniers instants de la vie des petites franciscaines dans leur couvent. Donc, c'est une photographe documentaire, artiste documentaire, Alicia Lorente, qui est d'origine espagnole mais qui habite Montréal, qui est venue passer 2 semaines, qui a fait 2 séjours d'1 semaine dans le couvent des Petites Sœurs pour capter les derniers instants. Elle est venue en janvier-février. Les Petites Sœurs ont quitté en mars le couvent. Donc, on voit la vie telle qu'elle est à l'intérieur du couvent, mais les derniers instants aussi. On voit des boîtes de carton, par exemple. On voit que les sœurs sont en train de préparer leur déménagement pour la nouvelle résidence des grands bâtisseurs. Alors, on voit la fin d'un cycle de vie quand même. Alors, c'est assez touchant comme photo. L'artiste en question a comme particularité qu'elle travaille avec l'ancienne technologie, pour employer l'expression. Elle n'est pas dans le numérique. Oui, c'est-à-dire qu'elle a tout capté avec un appareil traditionnel, un Leica traditionnel, et la plus grande partie des photos sont faites en chambre noire. Tous les portraits de sœurs, par exemple, c'est elle-même qui les tire en chambre noire. D'autres photos sont scannées et imprimées parce que c'est des grands formats, des formats 3 par 4, par exemple, 3 pieds par 4 pieds. Mais toute la série des portraits de religieuses est faite en chambre noire encore. Ouais. Quel était le défi pour vous de prendre à bras-le-corps, effectivement, le départ des petites franciscaines de Marie? Bien, c'était un défi aussi que Alicia Lorente soit bien reçue par les religieuses. On sait que les religieuses généralement sont généreuses et tout ça, mais qu'il y ait une communication, un lien entre elles qui s'établisse, un lien de confiance qui s'établisse entre la photographe qui vient les déranger dans leur quotidien et qui leur demande de poser devant elle, devant une fenêtre, les faire bouger, les faire... Alors, il y avait ce défi-là, et puis j'ai pensé qu'elle, Alicia Lorente, avait ce type de caractère qui pouvait s'adapter très bien à la vie des religieuses. Elle-même, Alicia Lorente, a une culture religieuse, elle est d'origine espagnole, et je le disais tout à l'heure, quand je l'ai appelée pour ce projet-là, je me suis dit, je suis bien tombé. C'est pas quelqu'un qui va se mettre à déblatérer contre les sœurs ou qui va avoir un grand respect pour les religieuses. Et c'est ce qu'elles ont ressenti au contact d'Alicia Lorente.
paraît que son expérience, elle en a retiré elle-même quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, elle-même, je pense qu'elle m'a dit que pour elle, c'est une expérience de vie fondamentale qu'elle a vécue dans ces 2 semaines au couvent. Oui. Parce que l'endroit est quand même particulier. Bien, l'endroit inspire beaucoup la méditation, la réflexion, évidemment, puis bon, des petites chambres monacales, pas de télévision, pas de... Elle m'a dit qu'il faisait très chaud dans le couvent. Alors, disons que c'était la seule chose qui la dérangeait. Elle disait qu'on pouvait se mettre en maillot de bain si on avait voulu. En plein hiver, là, elle ne savait pas combien il faisait dans sa chambre, mais elle parlait de 28-30 probablement. Alors, on va pouvoir voir cette exposition-là cet été au Musée d'art contemporain. Oui. Alors, cette expo va être présentée dans la grande salle. Il va y avoir au moins une 50aine de photos. Et il va y avoir des artefacts aussi qui viennent directement du couvent. Des artefacts qu'on a choisis, qui sont très près de la vie des religieuses. Par exemple, une statue de la Vierge secourable, qui est pour elles, pour les religieuses, leur Vierge. Et d'autres éléments comme une vieille dactylo, des éléments qui ont servi à leur vie aussi à travers les années. On a bien hâte de voir ça. Serge Murphy, merci beaucoup. Merci. Patricia Aubé, bonjour. Bonjour. Nouvelle exposition estivale qui s'appelle bien sûr Le Temps révélé. Alors, pourquoi ce titre? Bien, en fait, Le Temps révélé, c'est le titre de l'exposition commissariée par Serge Murphy de l'artiste Alicia Lorente, donc qui a travaillé en fait sur le départ des petites franciscaines. Alors, elle est allée prendre des photographies là-bas au départ des religieuses, et puis c'est devenu un peu le thème finalement là, de notre programmation d'été. Là. C'est l'exposition qu'on va voir dans la grande salle Françoise Lebé. Exactement. Donc, c'est vraiment l'exposition qui va être dans cette salle-là. Les autres expositions qui vont venir accompagner cette exposition principale, ça va être quoi? Alors, il y a l'exposition Dans l'œil du temps qui va porter sur l'artiste Marius Dubois. Donc, c'est Mme Mireille Brissette, qui est une amie de la famille, qui est la commissaire de cette exposition-là. Alors, voilà, on va apprendre à redécouvrir le travail de Marius Dubois. Donc, pas nécessairement son travail religieux, mais on va sentir une espèce d'aura mystique là, quand même à travers ses œuvres. Là. Et en plus, il y a un hommage rendu à qui déjà? À Claude Le Sauteur. Alors, Claude Le Sauteur, qui est une figure quand même incontournable de la région. Alors, nous, en 2014, en fait, on a reçu le fonds d'atelier de Claude Le Sauteur. Donc, c'est sa femme, Ghislaine, qui nous l'a donné au musée. Et évidemment, on voulait faire éventuellement une exposition avec ça. Et puis, quand Cathy de Rêve d'automne est venue nous annoncer qu'il voulait mettre Claude Le Sauteur à l'honneur pour leur 27e édition, bien, on s'est dit que c'était justement l'occasion parfaite de faire une collaboration et nous, au musée, de montrer les œuvres là, de Claude Le Sauteur. Qui est en soi un artiste qui a fait sa marque, effectivement. Oui, effectivement. Pas seulement dans la région, hein, quand même. C'est un artiste très connu et reconnu. Et puis, ce qui est intéressant avec cette exposition-là, parce qu'on a déjà vu quand même les œuvres de Le Sauteur, entre autres au musée de Charlevoix. Bon, je pense que ça fait à peu près une dizaine d'années. Mais nous, on veut le montrer en fait d'une autre façon, sous un autre angle qui est un peu plus intime. Parce que ce qu'on avait dans le fond d'atelier, c'était des pièces souvent inédites. Il y a beaucoup de pièces qui étaient liées à son travail de graphiste. Alors, Le Sauteur a quand même, en sortant à l'École des beaux-arts, est devenu graphiste. Il a travaillé pour des maisons de publicité là, quand même très, très importantes. Et voilà, donc on va pouvoir voir toutes les étapes de production de ces petites œuvres qui sont souvent très, très humoristiques. Donc, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Je vais aussi mettre l'accent beaucoup sur tous les cahiers de croquis, donc les dessins préparatoires qui sont absolument extraordinaires. Et il va y avoir aussi quelques peintures qui vont être exposées, mais c'est vraiment aussi pour montrer encore les transformations de son travail au fil des années. Donc, on a entre autres une œuvre de 1953 qui a été réalisée quand l'artiste avait à peine 27 ans et qui va être tout près d'une œuvre donc, qui n'a pas eu le temps de terminer, qui est sa dernière œuvre, son œuvre inachevée. Donc, on va vraiment voir là, son style évoluer, se transformer au fil des années et voir toute son activité créatrice, dans le fond, autant avec ses carnets de croquis, ses dessins préparatoires et tout ça. Ça promet quoi?
Oui, effectivement. J'ai vraiment hâte de préparer, de finir de préparer cette exposition-là qui, je pense, devrait plaire au public. Autant les gens de Charlevoix qui connaissent déjà Claude Le Sauteur que les gens d'ailleurs aussi qui vont pouvoir voir son travail sous un angle peut-être un peu différent. Là. Ça commence le 24 juin? Oui, exactement. Donc, 24 juin, ce sera le vernissage là, des expositions. À suivre. Merci.